Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est ravi de vous retrouver en ce vendredi pour cette nouvelle émission de Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et ravi donc de vous retrouver. Donc on l'a dit pour ce live numéro 49 Entre l'encre et les mots avec Sophie Debert qui va venir nous présenter, chers amis, ce soir son livre Le secret des mers aux éditions JC Lattès. Vous connaissez le principe de l'émission. Nous aurons l'occasion dans quelques instants d'avoir la chronique de Sonia. Sonia, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Une histoire intrafamiliale, un petit huis clos bien sympathique à lire et très prenant. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi. Nous aurons aussi l'occasion d'avoir dans quelques instants l'extrait de Marie, la comédienne de l'émission, qui nous a lu un extrait, enregistré un extrait donc, de ce livre. Donc, n'hésitez pas encore une fois, j'insiste, à y mettre des écouteurs, parce que parfois, il y a des effets sonores et des musiques qu'on entend mieux dans les écouteurs. Nous aurons bien évidemment la question de l'invité. Et bien entendu, on terminera par le portrait de Séraphine, de Sophie. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sophie? Sophie, elle se situe quelque part entre la poésie et la pensée positive. En fait, c'est une philosophe, elle a étudié la philosophie et tu sens vraiment qu'elle est dans cette philosophie du courage et de la résilience dans des histoires très, très, très profondes, mais avec vraiment des personnages très passionnants, enfin profonds. Voilà, donc j'ai hâte de savoir où elle puise cette inspiration. Eh ben, un portrait qu'on aura la chance d'écouter donc en fin d'émission. Et je vous rappelle bien entendu que cette émission est disponible en direct et en rediffusion le mercredi et le vendredi à 19h30 sur Facebook et sur YouTube. Vous flashez ce QR code et vous venez regarder cette émission, poser des questions en commentaire et les auteurs y répondent. Et je vous propose tout de suite de recevoir Sophie Debaer. Et bonsoir Sophie. Et bonsoir Florian. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour venir nous présenter donc ton livre Le secret des mers aux éditions JC Lattès. Je suis heureux de te recevoir puisque tu étais déjà venu dans cette émission et voilà, te recevoir aujourd'hui dans ce nouveau concept entre l'encre et les mots accompagné de mes acolytes. C'est un réel plaisir. Tu connais le principe de l'émission. Les personnes vont poser des questions en commentaire et je vois déjà qu'il y a pas mal de personnes qui sont nombreuses ce soir. Le but du jeu pour toi, ce sera d'y répondre. Mais avec tes mots à toi, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Sophie Debaer? Ah. Donc je m'appelle Sophie Debert. Je précise Debaer et non pas Debert. Comme souvent les gens se trompent. Donc j'ai bientôt 48 ans et je suis romancière mais également enseignante toujours à mi-temps. Le secret des mers est mon 4e roman. Il est publié chez Lattès, une maison à laquelle je suis fidèle depuis 3 romans. Mon premier roman ayant été publié chez Anne Carrière. Voilà, je suis une passionnée de lecture. Je suis aussi une grande lectrice, une passionnée de nature également. Et écrire pour moi, c'est être alignée, c'est ma vérité et c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Voilà. Eh ben, merci à toi pour cette présentation. Tu l'as dit, tu es passionné de littérature, de nature, mais tu es aussi passionné de musique. On aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Tu l'as dit, Le secret des mers est ton 4e roman, mais tu en as écrit 3 autres avant, dont le premier était celui-ci, La dérobée, aux éditions Anne Carrière. Est-ce que tu peux nous en parler? Oh, La dérobée, c'est donc mon tout premier roman. C'est un roman qui est un petit peu inclassable parce qu'on est à la fois dans un roman psychologique, qui est un roman d'amour, ce qui est un point commun de tous mes romans. Et puis, on passe à certains moments, on frôle un peu le thriller, l'enquête policière. En fait, j'ai aimé un petit peu brouiller les pistes pour le lecteur. Et il faut savoir que ce livre, je l'ai écrit sur un point de départ cinématographique, puisque j'adore les films de François Truffaut, et il y a un film en particulier qui m'a toujours enchantée, c'est La femme d'à côté, avec Fanny Ardant et Gérard Depardieu. Dans ce film, en fait, on a
Fanny Ardant qui vient emménager à côté de Gérard Depardieu qui mène une petite vie tranquille. Et à partir de là, leurs vies vont être bouleversées parce qu'en fait, ils se connaissent depuis longtemps, mais leurs conjoints ne le savent pas. Et donc la dérobée, c'est un petit peu le même point de départ. On a Claire qui s'ennuie dans sa petite vie de responsable de caisse sur une aire d'autoroute avec son mari banquier. Ils vivent à Nice avec leurs enfants qui commencent à grandir. Elle a une petite quarantaine d'années et voilà, elle est un petit peu un tournant. Et puis, il y a Antoine qui vient emménager au-dessus de chez elle, comme dans le film. Mais il se trouve qu'ils se sont très bien connus étant adolescents. Et avec Antoine, Claire va replonger dans des histoires de famille, notamment liées au décès de son frère quand il était tout jeune. Et puis, dans une histoire de meurtre qui a eu lieu dans le village dans lequel elle habitait et qui n'a jamais été résolue. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci à toi. Donc, on rappelle ce livre, La Dérobée, qui était ton premier roman aux éditions Anne Carrière. Ensuite, effectivement, tu es arrivé aux éditions Lattès, où tu as écrit ce livre aussi, Les corps conjugaux, et un autre livre aussi, Les ailes collées, qui avait reçu le prix Maison de la Presse en 2022. Je me rappelle, tu étais venu nous présenter ces deux livres dans cette émission. Est-ce que tu peux nous les repitcher rapidement, s'il te Oh plaît? là là. Alors, je trouve ça toujours très difficile pour un auteur de pitcher son propre livre. Je préfère parler des livres des autres. Mais je vais essayer. Donc, Les corps conjugaux, c'est une histoire vraie en réalité. Enfin, vraie. Évidemment, je l'ai romancée, mais elle part d'un fait divers qui a réellement existé. C'est l'histoire d'une femme qui est très heureuse dans sa vie, qui vient d'épouser son mari, avec lequel elle est depuis une dizaine d'années. Ils ont une fille, Charlotte. Donc c'est une petite famille assez idéale, et pourtant, quelques jours après son mariage, elle disparaît. Voilà, donc on va suivre Alice, puisqu'elle s'appelle Alice, dans son errance. Et petit à petit, on va comprendre pourquoi elle a été finalement contrainte de partir et comment finalement sa fille Charlotte va vivre avec cette incompréhension, puisqu'elle ne comprend pas pourquoi sa mère est partie, et avec cette absence. C'est une histoire assez intense, Les corps conjugaux, qui pose beaucoup de questions, ce livre il traite d'un tabou assez peu visité en littérature. Bon, je ne peux pas vraiment parler ici sans révéler le cœur du roman. Donc c'est une histoire vraiment intense qui pose question. Moi, quand je l'ai écrite, c'était vraiment difficile parce que je me mettais à la place de cette femme qui a abandonné sa fille. Moi, je n'aurais pas forcément fait son choix, mais j'ai essayé de la comprendre tout au long du roman, de me mettre à sa place, d'avoir de l'empathie pour elle sans jamais la juger. Et finalement, ce roman, il pose la question, jusqu'où est-on prêt à aller par amour? Voilà, c'est vraiment une question importante. Qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place? Les ailes collées, peut-être, si j'ai bien compris. Oui, parce qu'après, il y aura des questions intéressantes. Comment? Je dis parce qu'après, il y a des questions intéressantes, effectivement, qui vont être posées sur son univers en général. Ouais. Donc, Les ailes collées, c'est complètement différent. C'est l'histoire de Paul et Joseph, qui sont deux adolescents dans les années 80. Et qui vont se rencontrer, qui vont avoir une relation très particulière et très forte. Et puis, j'ai oublié l'essentiel. Ce roman, il est construit sur deux temporalités, donc les années 80 avec Paul et Joseph, et dans début des années 2000, puisque Paul va épouser Anna, et celle-ci lui a fait une merveilleuse surprise. Et cette surprise, c'est d'avoir retrouvé justement Joseph, cet ami d'enfance, de jeunesse, qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Mais ces retrouvailles vont le bouleverser et vont nous replonger justement dans cette période de l'adolescence, des premières fois dans les années 80. Donc c'est un roman qui traite vraiment de l'homophobie, du harcèlement, mais c'est surtout une merveilleuse histoire d'amour très forte. C'est aussi une histoire familiale
voilà, une quête de réconciliation entre Paul et ses parents et sa sœur. C'est un roman qui vient d'être adapté à la télévision et qui est toujours d'ailleurs visible en replay sur France 2. Et ben, en tout cas, bah, merci beaucoup pour la présentation de ton univers. Et justement, il y avait une question intéressante où, en fin de compte, tu traites beaucoup des sujets familiaux dans tes romans. Est-ce que c'est un choix ou est-ce qu'à chaque fois, ce sont des hasards qui se sont présentés à toi? Alors non, je pense que c'est carrément plus qu'un choix, c'est carrément une obsession. C'est vraiment un thème qui me fascine. Pour moi, tout est famille, hein. Enfin, je pense que c'est ce qui fait le cœur de chaque être humain, c'est vraiment sa famille. On est, comme dirait Maxime Le Forestier, on est tous quelque part et surtout avec une certaine famille. Et c'est ce qui va déterminer beaucoup de choses dans notre vie, qui va nous façonner. Je crois que la famille, c'est ce qui va structurer notre identité, qui va faire germer vraiment notre être. C'est ce qui va aussi, alors dans le meilleur comme dans le pire, hein, nous, comment dire, faire de nous celui qu'on va devenir. Pour moi, c'est d'abord le premier des déterminismes. On parle de déterminisme social, historique, de genre, mais pour moi, le premier des déterminismes, c'est le déterminisme familial. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait on subit dans la famille finalement les premières fois, aussi bien dans l'amour, la tendresse, mais aussi dans tout ce qui est violence. On subit souvent dans la famille les premières soumissions, les premières rivalités. Quand je pense à la fratrie, par exemple, c'est ce qui va vraiment nous construire. Et, voilà, c'est quelque chose que j'adore fouiller. Voilà, je trouve ça passionnant. Je crois que toute notre vie, finalement, on la passe à chercher ce qu'a écrit la famille pour nous, parce que je pense qu'on n'est pas, quand on est à la naissance, on n'est pas une page vierge. Sur cette page, il y a déjà beaucoup de choses écrites. Et ces choses, elles sont écrites par nos parents, nos aïeux, mais vraiment, ça peut être même de générations très très lointaines, hein. Et notre mission, ça va être de lire cette page et d'en faire quelque chose. Le problème, c'est que bien souvent, cette page elle n'a pas été verbalisée par nos parents pour des tas de raisons. C'est aussi pour ça que je m'intéresse énormément aux secrets de famille. Et c'est cette page qui n'a pas été verbalisée, eh bien, elle va avoir un impact sur nos trajectoires. Et c'est quelque chose Ouais. que j'aime beaucoup, voilà, que j'aime beaucoup étudier Mm. et décrire. Et voilà. Eh ben, on le voit effectivement, puisqu'on rappelle que tu es avec nous pour nous parler justement de ce livre, ton quatrième roman aux éditions Lattès, enfin ton quatrième roman, mais le troisième aux éditions Lattès, Le secret des mers, dont on va voir la chronique dans quelques instants de Sonia. Mais il y a Laurent Alain, bonsoir, qui nous pose une question, qui nous dit: jusqu'où peut-on aller par amour? Quelle question, mais l'amour ne devrait-il pas avoir des limites, chère Sophie? Alors, justement, je suis en train de faire réviser la philosophie à mon fils. Ça pourrait être un sujet du bac. Ah bah Alors, tiens. jusqu'où aller par amour, mais l'amour ne peut-il pas avoir des limites? Alors, justement, dans les corps conjugaux, c'est toute la question. Et je n'ai pas la réponse. Voilà. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des limites? Alors moi, c'est vrai que personnellement, dans les corps conjugaux, justement, je me suis vraiment questionnée en me disant, mais est-ce que ça va pas trop loin entre Alice et son époux? Et en même temps, au fur et à mesure de l'écriture, ben, j'ai vu les choses petit à petit autrement. Mon regard a évolué au fil de l'écriture. Donc c'est une question très difficile. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Ce qui est sûr, c'est que l'amour, en tout cas, peut transcender les déterminismes, justement, dont je parlais tout à l'heure. L'amour, c'est quelque chose qui est capable d'instiller de la lumière, justement, dans les petits interstices du destin et qui peut changer complètement un destin. Je pense à Jan Kelevitch qui dit ce presque rien ou ce je ne sais quoi qui peut tout changer. Et je pense que c'est l'amour, justement, qui peut, à un moment donné, voilà, c'est tout faire dévier, voilà, nous Mm. faire sortir des sentiers balisés. Mais je n'ai pas vraiment la réponse à la question de Laurent, qui quand même,
je pense, une question à laquelle je pense beaucoup de penseurs sur laquelle beaucoup de penseurs se sont penchés et sans avoir vraiment une réponse définitive. Bah, comme nous dit René, effectivement, notre duo de choc ce soir, qui nous dit philosopher sur l'amour, quel vaste sujet. Voilà, Voilà, oui. effectivement. Bah, merci beaucoup en tout cas, Sophie, pour tes réponses. Il y a Frédéric qui nous dit quelles sont, chère Sophie, vos routines lorsque vous écrivez? Ah, alors ma routine, c'est pas de routine. Alors il se trouve que moi, quand j'ai commencé à écrire, je travaillais toujours à plein temps comme enseignante. Et donc j'avais très peu de temps. J'avais un fils qui était encore, c'était en 2018, donc mon fils était encore un préadolescent, donc il avait encore beaucoup besoin de sa maman. J'avais aussi un beau-fils à la maison. Donc ma routine, c'était, je ne pouvais pas me permettre d'en avoir en réalité. Donc c'était dès que j'avais une heure, je me mettais dans ma chambre, je fermais ma porte, je m'allongeais sur mon lit et je prenais mon ordinateur. Parce qu'en plus, je n'avais pas forcément d'espace à moi dédié pour écrire. La seule chose que j'ai toujours faite et que je continue de faire aujourd'hui, même si aujourd'hui j'ai un espace à moi et j'ai beaucoup plus de temps puisque je suis à mi-temps, c'était de me mettre de la musique dans les oreilles. J'ai beaucoup, beaucoup écouté les Nocturnes de Chopin. Je ne sais pas pourquoi cette musique me transporte et me fait jaillir toujours des émotions. Vraiment, et j'ai l'impression que ça fait... alors Chopin, mais aussi Liszt, Schubert, mais c'est vrai que Chopin en particulier, c'est comme si cette musique, elle est presque épidermique pour moi et elle va faire ressortir des choses immédiatement. Vraiment, ma sensibilité va être exacerbée. Donc, c'est Mmh. vraiment ce que je fais à chaque fois. J'écoute Eh ben, de la musique classique et particulièrement Chopin, Schubert, Liszt, voilà. Et un peu c'est Bach. vrai qu'on Ah bah, bel univers. On aura l'occasion effectivement tout à l'heure, si le temps nous le permet, de parler un petit peu de musique, puisque tu as eu aussi l'occasion de faire un petit peu de chansons. On en parlera dans quelques instants. Mais juste avant de recevoir Sonia, puisqu'il va falloir qu'on avance, de Dominique, qui nous pose une question intéressante, qui nous dit, avez-vous cette nécessité de vous inscrire dans le réel, donc de la famille, qui fait que vous n'écrirez jamais sur un autre sujet, ou bien ce sujet peut-il être associé à d'autres pour d'autres projets? Chère Sophie. Alors, effectivement, la famille est toujours un pan dans mon univers romanesque, mais j'écris sur des sujets très très différents malgré tout. Mais c'est vrai que la famille, c'est quelque chose qui me semble souvent indissociable d'une histoire, d'une bonne histoire, puisque la famille, elle explique beaucoup de choses et elle permet justement au lecteur, quand il connaît l'histoire d'un personnage, donc forcément l'histoire de son enfance, de son adolescence, donc de sa famille, de son positionnement par exemple dans la fratrie ou de sa relation à sa mère, à son père. Je trouve que ça permet au lecteur de faire évoluer finalement son jugement sur chaque personnage, de le comprendre, de rentrer en empathie avec lui. Moi, j'aime tous mes personnages, même les moins aimables a priori, parce que justement, je les vois tous comme des enfants au départ, mais des enfants voilà, qui n'ont pas eu tous les mêmes chances, qui n'ont pas vécu tous les mêmes événements. Et j'ai envie de montrer ça au lecteur. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi d'être sur le temps long. Et effectivement, la famille, ça permet justement de comprendre un personnage sur le temps long. Seulement, c'est Dominique, hein, c'est ça? Je ne me trompe pas? Bien C'est ça? sûr. Oui, voilà, Oui. Dominique. Je traite de sujets très divers. Par exemple, dans les corps conjugaux, on est vraiment sur un fait divers très. Alors, je ne peux pas en dire beaucoup sur les corps conjugaux, mais c'est quand même assez étonnant, détonnant même. La dérobée, on est vraiment sur une histoire, une enquête, hein. Il y a un meurtre hein, dans l'histoire. Les ailes collées, on est vraiment sur l'homosexualité dans les années 80, le harcèlement scolaire. Et dans Le secret des mers, alors évidemment, c'est un roman sur la famille, mais c'est aussi un roman sur la condition féminine dans les années 50 et 60.
et sur la condition des enfants placés également. Donc je pense Mmh. qu'il y a encore beaucoup de sujets que je vais explorer, même si je pense quand même que la famille restera toujours en arrière-plan au moins. Voilà, enfin, je Mmh. pense. On peut pas, on peut pas savoir. J'ai pas encore l'idée du prochain roman, donc. Eh ben, en tout cas, on rappelle, hein, qu'on peut te retrouver, toute ton actualité sur les réseaux sociaux. Donc tu es essentiellement disponible sur Facebook, hein, Sophie de Baer, et également sur, Instagram. Donc, c'est bien celui-ci, hein, avec, les 2 traits tirés du 8, pour, notre amie Sonia. Et on peut aussi retrouver, toute ton actualité sur les sites de ton éditeur www.-6jclattès.fr ou tiret au petit tiret pour les intimes. Donc on rappelle, tu es avec nous pour nous parler de ce livre, Le secret des mers aux éditions Lattès. Et ce que je te propose justement, c'est d'accueillir Sonia pour la chronique. Jingle. Chère amie Sonia Robinard, la croqueuse de livres, Il y a plus de son. les réseaux sociaux. Chère croqueuse de livres, effectivement. Donc Sonia, tu nous as lu ce livre, Le secret des mers, le 4e roman Oui, de Sophie. Est-ce que tu peux nous dire ta chronique? il n'y a pas de souci. Que s'est-il réellement passé en juillet 1969 dans ce petit village au fin fond de cette campagne bien française? Est-ce que Colette, qui revient après des années d'absence, aura le privilège d'apprendre ce secret de famille bien enfoui dans cette terre paysanne? Est-ce que nous, simples lecteurs et spectateurs de ce huis clos intrafamilial, aurons les réponses aux questions que l'on se pose tout au long de ce roman? C'est avec émotion et passion que l'on va remonter le temps et que l'on va plonger dans un temps où les jeunes filles et les jeunes hommes également étaient soumis à des devoirs, soumis à des règles strictes, soumis à se taire et juste obéir. On va apprendre à vivre aux côtés d'enfants de l'assistance publique qui étaient placés dans des familles pas tous les jours très tendres. On va suivre une famille unie, mais pas démonstrative. On va grandir avec les enfants, protagonistes de cette histoire. Jeune fille devenue femme trop vite, petit garçon pas comme les autres, mais qui ne demande qu'à être aimé. Aimé par des parents, entre guillemets, aimé par des frères et sœurs de cœur, aimé d'amour tout simplement. Oui, mais voilà, tout n'est pas rose. Et en ce temps, pas si lointain, les choses de la vie, les choix quelquefois imposés, vont défaire les liens du sang, les liens du cœur et chambouler des vies à tout jamais. Grandir, oui, mais grandir heureux et libre, ce n'était pas forcément si simple. Comment, avec un roman, Sophie a pu me faire plonger dans une histoire qui m'a touchée en plein cœur? Comment Sophie, avec cette lecture, a pu autant me remuer? Sentiments partagés, entre haine et colère, entre sourires timides et larmes, entre espoir et déception. Voilà par quoi nous passons en lisant ce livre bouleversant. C'est avec un cri qui vient du cœur que je vous invite sans tarder à ouvrir ce livre qui va, j'en suis sûre, vous passionner. Merci beaucoup, Sonia, pour cette chronique. Chère Sophie, qu'est-ce que tu as envie de dire à Sonia? Bah, un grand merci. Je suis très touchée. Je suis vraiment ouais, très touchée par votre chronique. Il se trouve que vous parlez de cris du cœur, mais moi j'écris vraiment chacun de mes textes avec mon cœur. Voilà. Je fais partie de ces romanciers qui écrivent beaucoup à l'instinct et avec l'émotion. Alors évidemment, l'histoire n'est pas vraie, hein, c'est de la fiction. Moi, je raconte des histoires, mais j'essaie de faire en sorte de dire vrai. Voilà. Que les On le émotions des ressent. personnages, Mm, je les ressens en réalité. Voilà. mm, mm. Et on le ressent en Mmh. lisant le livre aussi, hein. Voilà. Bah, tant mieux. Tant mieux si j'arrive à partager ça avec les lecteurs, c'est magnifique. Mmh. Justement, il y a une question intéressante de Marie-Pierre Clamins qui est avec nous. Bonsoir, qui nous dit: Sophie, l'influence de la famille est-elle plus forte que son environnement et de ses découvertes de la vie? Pardon, l'influence de la famille est-elle plus forte que? J'ai pas Que son entendu la. environnement et de ses que son environnement et de ses découvertes de la vie. Hein. Ça aussi, c'est une question intéressante. Bah, c'est la question du poids des héritages hein, familiaux. Je veux dire des héritages, je ne parle pas des héritages matériels, bien sûr, des héritages immatériels, de ce qu'on nous transmet. Est-ce que c'est quelque chose dont on va pouvoir se détacher?
Est-ce que c'est notamment quand l'héritage est lourd, hein, quand l'héritage nous met dans des impasses finalement, ou est-ce que finalement on nous fait croire qu'on va pouvoir dépasser ces déterminismes familiaux et ce serait finalement qu'un coup monté. Est-ce que cette liberté, on va pouvoir vraiment y accéder? Je pense que tout est important. Je pense que la famille, effectivement, c'est quelque chose qui va nous façonner, mais évidemment, il y a quand même de la place pour les événements de la vie, pour l'environnement, et il y a notamment pour moi une place très importante accordée à l'autre, à autrui, à la relation à autrui, et notamment à l'amour, hein, tout simplement. Alors, moi, je vais être une grande romantique, mais je crois vraiment que c'est quelque chose qui va pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, aller au-delà finalement de ces héritages-là. Je pense on va pouvoir faire un pas de côté Mmh. grâce à l'autre, grâce à l'altérité et en particulier grâce à celui qu'on aime ou à celle qu'on aime. Mais c'est vrai que le poids des déterminismes familiaux est énorme. Je pense que c'est se voiler la face que de dire que ce n'est pas le cas, et notamment le poids inconscient. Ça, c'est très important et c'est quelque chose que j'ai voulu explorer dans mon roman. C'est-à-dire que parfois, on sent que quelque chose ne va pas dans notre vie. On a l'impression de jouer une partition qui n'est pas la nôtre. Et en fait, c'est la partition de nos parents même de nos aïeux, hein, parfois les grands-parents, les arrière-grands-parents. Et c'est ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles. C'est ce qu'on va finalement se transmettre de génération en génération sans jamais le verbaliser. Ce sont les non-dits, souvent des secrets de famille, hein, qui sont comme ça transmis et qui finalement sont des bagages invisibles mais qui ont un poids énorme et qu'on porte comme ça sur le dos sans le savoir. Je pense que justement pour se libérer de ces héritages, on va avoir besoin de l'autre. Et on va avoir besoin aussi beaucoup des mots. Je crois vraiment au pouvoir des mots pour se libérer de ces déterminismes Mmh. qui nous entraînent. Bah, justement, il y a une question intéressante de Laurent qui rebondit sur ce que tu dis, qui dit: «Dans toutes les familles, il y a des secrets, je pense, mais ne pensez-vous pas que c'est le milieu justement, il ne devrait pas y en avoir des secrets, la famille?» Eh ben justement, je pense que vraiment, c'est dans la famille qu'il y a le plus de secrets. Parce que, bon, surtout dans les anciennes générations, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'on communique beaucoup plus au sein de la famille. C'est vrai qu'avec les enfants notamment, hein, les enfants ont la parole, hein, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Les parents vont beaucoup plus communiquer avec leurs enfants, raconter, dire leurs sentiments, évidemment, raconter leur histoire quand les enfants grandissent. Mais moi, je parle de génération, par exemple, là, dans Le Secret des mers, c'est une génération d'après-guerre. Donc, il se trouve que pendant la guerre, il y a eu beaucoup, beaucoup de non-dits. Et puis, de haine, hein, qu'on a comme ça transmise de manière inconsciente aux survivants. Il y a beaucoup de vengeance, de trahison, hein, dans cette période. Et puis, on est aussi dans une époque où il y a beaucoup de on-dit, la réputation est plus forte que tout. On est vraiment, alors surtout dans le Secret des mers, on est dans un petit village du Morvan et on est vraiment dans ce village à la Brassens où la réputation est plus forte que tout. Et notamment cette réputation qui tient les femmes, les filles et les mères. Voilà, on est loin dans les années 60 de la libération féminine des années 70-80. Donc il y a beaucoup il y a beaucoup de secrets autour de ça, autour de la sexualité notamment, hein, qui est quelque chose de très tabou. Les femmes ont la double peine puisque l'avortement et la contraception sont interdites et pourtant il se passe des choses. Voilà, donc il y a malgré tout une sexualité, et tout cela fait que tout ça on le garde pour soi. Il y a la pudeur des mots, mais il y a aussi cette pudeur qui est liée à des interdits sociétaux.
voilà, et qui sont beaucoup plus lourds à cette époque. Et, enfin, je pourrais en parler des heures, mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais voilà, je peux répondre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Mais bien sûr, en tout cas, merci beaucoup, hein, parce qu'on rappelle que tu es avec nous pour nous parler de ce livre, Le secret des mers. Juste avant de lancer l'extrait de Marie, il y a une question intéressante de René aussi qui demande, Sophie, pénétrez-vous, alors elle est là la question, pénétrez-vous complètement dans vos histoires et en restez-vous maîtresse? Ah, ça c'est très intéressant. Merci René. Alors je dirais que je pénètre complètement dans mes histoires. En fait, pour moi, alors au début, on rentre, c'est un peu comme une histoire d'amour. Au début, on rentre dans l'histoire un peu à tâtons, voilà, tout doucement. Et puis à un moment donné, il y a comme un déclic, il y a comme une passion qui naît avec les personnages, avec l'histoire. Et ça devient une nourriture complètement addictive, indispensable, et comme dans une passion amoureuse en fait. Et moi, je sais que j'écris très vite, hein, en 2 ou 3 mois, mon roman, enfin en tout cas le premier jet est prêt. Mais alors, durant cette période, il faut pas trop enfin, ma famille ne me voit pas beaucoup, puisque je me lance à corps perdu dans l'histoire. Et quand j'écris, il y a quelque chose d'assez particulier qui se passe. Alors, pas tout le temps, mais il y a des sortes de fulgurances, des moments où je suis presque, je dirais, en transe. Je ne suis plus vraiment maîtresse de ce que j'écris. C'est un petit peu cette main invisible dont parle Duras, hein. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me dépassait, qui prend les rênes et qui écrit. D'ailleurs, quand je suis à mon ordinateur, dans ces moments-là, mes doigts ne tapent pas assez vite. Et quand mon mari rentre dans la salle, dans le bureau ou dans la chambre, et qu'il me voit écrire, il me dit respire. Parce qu'en fait, je suis pratiquement en apnée. Et Ah oui. c'est vrai, hein, c'est vraiment. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je suis encore maîtresse, mais je pense que mon inconscient là travaille à 100%. Donc je ne suis pas maîtresse consciemment. Et d'ailleurs, le lendemain, quand je lis ce que j'ai écrit la veille, je suis souvent surprise. Et je me dis, mais mon Dieu, mais comment est-ce que ça a pu sortir de ma tête? Parfois, je trouve ça même très bien. Je suis agréablement surprise, mais j'avoue ne plus trop savoir comment m'est venue l'idée, comment les mots ont surgi. C'est assez surprenant. Mais il y a bien sûr des moments où je suis plus dans l'artisanat, vraiment dans quelque chose de beaucoup moins, comment dire, mystique. Mais c'est vrai qu'il y a cette fulgurance et dans lesquelles je suis un autre moi-même. Eh ben, merci René pour la question en tout cas et merci à toi pour la réponse. Et Frédéric qui nous demande justement quel est le livre que tu aurais aimé écrire? Oh, j'aurais aimé écrire un livre que je trouve magnifique, qui est un petit livre de Philippe Claudel et qui s'appelle La petite fille de Monsieur Lynn. Eh ben, en tout cas, Voilà. merci Je beaucoup. t'invite vraiment à le lire, c'est magnifique. C'est magnifique de poésie, de simplicité, d'émotion. J'imagine que peut-être certains l'ont lu parce que c'est un roman qui a eu beaucoup de succès. Mais vraiment, quand j'ai découvert ce livre, je me suis dit, mais quelle maîtrise! Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est écrit très simplement, comme un enfant pratiquement écrirait une histoire. Mais il y a une intelligence derrière, il y a une poésie, il y a, ouais, ce que je disais, une vraie maîtrise. C'est magnifique. Eh ben, merci à toi en tout cas. Et ce que je te propose, ben, c'est d'écouter l'extrait de Marie. Donc, on rappelle que tu es avec nous pour nous parler de ce livre Le secret des mers aux éditions Lattès. Et justement, avant d'écouter l'extrait, on se posait la question avec Sonia en préparant l'émission. Dans quel genre tu essaierais de le classer, ce livre? Est-ce que ce serait plutôt dans de l'historique, dans de la littérature blanche on voyait tout à l'heure, roman rural? Je crois que ce que j'aime justement, c'est qu'on ne classe pas les romans dans une catégorie. Comme pour La Dérobée, je vous disais que c'était un roman un peu inclassable. Moi, j'écris ce que j'ai envie de lire et comme je suis très curieuse, j'aime tous les genres. J'ai été une grande lectrice de polar, de thriller. J'aime aussi les sagas familiales, mais aussi d'autofiction. Enfin voilà, je lis beaucoup de choses différentes.
Et ce livre-là, il se trouve il est finaliste pour le prix du roman historique du Salon de Levallois-Perret, par exemple. Il a été finaliste du prix RTL Lire, qui est un prix très littéraire, littérature générale. Je pense qu'on peut aussi... il y a aussi tout cet aspect rural du Morvan, très documenté, qui pourrait faire penser à un roman un petit peu de terroir. Oui, je pense qu'il est un petit peu éclectique, comme on dirait. En fait, je me mets aucune limite et voilà, il n'y a pas de frontières. Pour moi, ce qui compte, que le livre parle au lecteur et que moi, il me fasse, qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la. On a parlé tout à l'heure du cœur, hein, voilà, qui soit retranscrit dans mon livre. Après, peu importe le genre. D'accord. OK. Eh ben, en tout cas, merci à toi et ce que je vous propose donc, c'est d'écouter l'extrait. Marie Mérand présente un roman de Sophie de Baer, Le secret des mers, aux éditions J.C. Lattès. 5 août 2004. À mesure que le train se rapproche, les phrases polissées que j'avais préparées au cours du voyage s'échappent. La peur empourpre mes joues, brûle mes yeux. Mon cœur se met à frapper plus fort dans ma poitrine. On dirait qu'il s'étonne de ma langueur et veut me ranimer. On n'a plus le temps maintenant. Plus vite, Colette, plus vite. Il n'a pas tort. La vérité, c'est que je n'ai pas encore l'ombre d'un commencement. Rien. Du vent. Pas la moindre phrase d'accroche. Je voudrais pourtant en tenir une entre mes lèvres, la prendre par cœur, m'essayer à souffler, en dresser les mots pour ne pas déraper face à leur visage, pour ne pas laisser les autres, les mauvais, les vilains, engloutir ma bonne volonté. Parce qu'en réalité, des mots, des phrases, j'en ai à revendre. Ce n'est pas le problème, et ce n'est pas leur parler qui me terrifie. Absolument pas. Ce qui me terrifie, ce serait de le faire sans retenue. Tout un vocabulaire qui viendrait là, sans crier gare, rouvrant soudain la plaie de ces longues années qui nous séparent. Non, impossible. Je dois faire un effort, trouver les mots justes, les premiers après la longue absence. C'est important les premiers mots, ça donne le ton, ça augure de la suite. Il faut que je sache, que je comprenne enfin, poignarder le silence et connaître l'histoire, la vraie. Voilà donc pour le petit extrait de Marie, en tout cas, Marie Mérand, la comédienne de l'émission. En deux mots, Marie, Sophie, pardon, ça te fait quoi d'entendre ton extrait? Et ensuite, on lancera les questions, puisque je sais que l'heure avance et qu'on doit te libérer tout de suite après. D'abord, merci beaucoup à Marie pour cette très belle lecture. C'est toujours une émotion voilà, de se dire d'entendre son texte lu par une autre voix que la sienne. C'était très, très beau. Voilà, et oui, il s'agit du prologue, donc c'est la promesse du livre. Voilà, donc c'est un texte important. Merci beaucoup. Je ne demande pas à Sonia ce qu'elle en a pensé, mais en tout cas, voilà, je sais qu'effectivement, elle s'est replongée dans le livre. Et ce que je te propose là maintenant, Sophie, c'est d'écouter deux questions. Il y a la question d'Audressa Bardel, qui était avec nous la semaine dernière pour nous présenter son livre Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde, qui t'a posé une question. Mais il y a aussi une autre question, puisqu'il y avait eu une émission qui avait été calée, qu'on n'avait pas pu faire pour des raisons indépendantes de notre volonté. Mais c'est Alexis Lepsker qui t'avait posé une question pour son livre À couper le souffle. Ce que je te propose, c'est d'écouter les deux questions et ensuite tu y répondras. Celle d'Audrey d'abord. Alors, Sophie, dans ton livre, j'ai été vraiment frappée, au-delà de l'histoire elle-même, j'ai été vraiment frappée par la manière dont la narration était menée. En fait, on a une double narration, ou une narration à deux têtes, autour de deux personnages féminins. Et pendant un bon moment, en tant que lecteur, on ne sait pas qui est qui, et on ne sait pas comment les deux temporalités qui sont liées à ces deux femmes vont se relier. On sait bien sûr qu'à un moment donné, le lien va se faire, mais on se demande comment. Et voilà, donc j'ai trouvé que cette idée de
de forme narrative très singulière était vraiment réussie. C'était pas du tout une figure de style, ça servait vraiment l'histoire. Et du coup, je voulais savoir pourquoi ce choix. Est-ce que dès le début, dès l'idée de cette histoire, tu avais envie de la raconter de cette manière-là, avec une sorte de narration bicéphale comme ça, ou si c'est venu en l'écrivant, voilà. Pourquoi et comment ce choix de narration tout à fait particulier? Voilà donc, ça c'était la question de Audrey Sabardel pour son livre Cargo Blues aux éditions Le Bruit du Monde. Je te laisse y répondre avant d'écouter la prochaine question. D'abord, merci à Audrey d'avoir lu mon livre. Donc déjà, ça me fait très plaisir. Et puis, pour cette question très intéressante, oui, c'est vrai que c'est une histoire à deux voix. Donc, c'est la voix de Colette, la petite sœur, et celle de Marthe, la grande sœur qui a disparu, avec deux temporalités. On est dans les années 2000 pour Colette qui revient chez ses parents et dans les années 50-60 pour Marthe, qui raconte son adolescence. Alors, comment ça m'est venu en fait, j'ai trouvé ça intéressant justement d'avoir des échos entre les différentes périodes pour qu'elles résonnent, parce que ces périodes, en fait, elles s'interpénètrent, elles résonnent, elles se font, voilà, comme je disais, elles se font écho. Et c'est ce qui va permettre au lecteur de finalement nuancer son regard au fur et à mesure, parce qu'il va apprendre des choses et tout n'est pas si simple. Et chaque personnage, finalement, il fait comme il peut. Voilà. Et c'était intéressant pour moi, voilà, de choisir volontairement ces deux voix pour qu'elles se répondent, qu'elles s'interrogent et qu'elles se répondent. Donc c'était vraiment quelque chose de volontaire dès le départ. Voilà, si je peux répondre à la question. Ouais. Merci beaucoup et merci encore Audrey d'être venue dans cette émission et pour son beaucoup. livre Cargo Blues et pour cette question. Exceptionnellement, deuxième question, ensuite après ce sera à ton tour de poser la question. Alexis Lebsker qui était venu nous présenter son livre À couper le souffle aux éditions Michel Lafon. C'est sa question quand il a su que tu venais dans... Alors moi j'ai une question un petit peu compliquée parce que c'est une autrice de littérature blanche, donc c'est quelque chose que je connais, j'ai quand même beaucoup lu, mais qui m'est pas familier tout de suite comme ça. Et justement, je voulais savoir quelle était la part de vérité qu'on donne dans un livre, quelle est la part de soi qu'on livre, et en même temps, comment on arbitre avec la part de pudeur qu'on a en tant qu'être humain. Donc comment on fait ce savant équilibre entre pudeur et l'envie de donner de soi. Voilà, c'est une question peut-être un peu compliquée, mais je l'assume complètement. Je me suis penchée parce que j'entendais pas bien. Pardon. Non, c'est pas grave. C'est une sacrée question. Alors moi, c'est vrai que je fais pas d'autofiction du tout. Ce que j'assume et ce que je revendique, c'est vraiment d'être une conteuse. Voilà, donc je suis vraiment dans l'imaginaire. D'ailleurs, j'en ai parfois un peu trop, à tel point que mon éditrice me dit que parfois il faut un petit peu épurer, voire même enlever des dizaines et des dizaines de pages. Donc vraiment, moi je suis vraiment dans l'imagination, je pense que c'est quelque chose qui m'appartient depuis toute petite. Mais forcément, même dans l'imaginaire, on met beaucoup de soi. Mais j'essaie de le faire avec beaucoup de pudeur. Je crois que c'est même pas volontaire. Quand je dis que j'essaie, non, je ne me sens pas capable et je ne pourrais pas, pour l'instant en tout cas, en dire beaucoup sur moi dans un livre. Mais ça transparaît malgré moi à travers justement ces fameuses obsessions, notamment liées à la famille, hein, ce qui est un thème qui me touche personnellement, lié à des secrets de famille, par exemple, lié à ma vision de l'amour, voilà, tout ça, toute cette vision du monde que j'ai, mon univers personnel, forcément rejaillit dans mes écrits. Mais c'est tout à fait involontaire, voilà. Donc, donc, je ne sais pas s'il y a un subtil équilibre à trouver, parce que ça se fait chez moi naturellement. Moi, j'essaie de ne pas parler de moi, mais j'essaie de raconter quelque chose, mais bien entendu, mes valeurs transparaissent dans le roman inévitablement. Mes valeurs, mes aspirations, mes expériences. Moi, j'ai vécu une enfance, par exemple,
très contemplative à la campagne. Ça rejaillit dans mes personnages, évidemment. J'ai rarement des histoires de citadines à New York. Voilà, je ne vois pas comment je pourrais raconter cette histoire. Ça pourrait être intéressant, mais finalement, je reviens quand même toujours vers des choses que je connais un peu plus. Peut-être aussi parce que j'aurais l'impression de trahir un petit peu le lecteur si je racontais des histoires qui sont trop loin de moi. Parce que j'aurais peur de pas être, d'être dans l'imposture. Voilà, c'est de ne pas être légitime à raconter ces histoires. Donc là, je suis vraiment là dans ce subtil équilibre entre ce que je connais et ce que j'invente. Voilà. D'accord. Je ne sais En pas tout si cas, j'ai vraiment, répondu à merci. la question d'Alexis. Très bien, très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tes réponses. Et je tiens à préciser effectivement que ce mercredi, on recevra donc Julien M qui viendra donc nous présenter son livre Le jeu du bonheur a commencé comme ça. Sonia, si tu veux nous en dire 2 mots, mais très rapides, avant que Sophie nous pose sa question. On fait des enterrements d'une vie de jeune fille. Là, c'est 3 copines, dont une divorce. Et le jeu du week-end qui va se prolonger après, c'est on est sans filtre. Donc, tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on a envie de le dire, on le dit. Un enfant sur la plage nous énerve. On dit, on lui dit ce qu'on a à dire. Et les petites mamies qui se croient chez elles aussi, c'est pareil, elles en prennent pour leur grade. Donc, on rigole beaucoup en lisant ce livre. Et là, c'est un très bon moment de lecture que je suis en train de faire aussi. Eh bien, écoute, en tout cas, merci pour cette présentation. Et justement, chère Sophie, quelle serait la question que tu aurais envie de poser à Julien? Alors moi, je n'ai pas lu son livre, malheureusement, mais c'est vrai que ça donne bien envie. J'ai bien envie de le prendre pour la plage cet été. J'ai vu qu'il était beaucoup question dans ses romans de bonheur, de liberté, de vérité. Il y a beaucoup de questionnements autour de ça, d'une manière assez légère, j'ai l'impression, mais sans doute pas si légère que ça. Donc j'avais envie de lui demander, est-ce que l'idée de liberté n'est pas finalement une illusion? Est-ce que l'idée même de liberté, c'est pas finalement ce que la vie nous propose un peu comme un coup monté? Voilà, est-ce que finalement l'idée de liberté, c'est pas un leurre? Voilà. Et là, je rejoins un petit peu tout ce dont on a parlé tout à l'heure par rapport au déterminisme. J'aimerais beaucoup avoir son avis sur la question. Eh ben, en tout cas, merci à toi. Donc, une question qu'on lui diffusera, donc, on l'a dit, ce mercredi 18 juin à 19h30 pour son livre, justement, Le jeu du bonheur commence comme ça. A commencé comme ça, pardon. Donc, une émission à retrouver, donc, on l'a dit, sur Facebook et YouTube. Ce que je vous permets, c'est de réaccueillir Séraphine avec nous pour conclure. Désolé Sophie, je sais qu'on est un petit peu à la bourre sur le Pas timing. grave, Voilà, pas mais en grave. tout cas, Ne m'inquiétez merci pas. à toi d'être avec nous. Séraphine, Ah, moi, je la trouve hypnotique, Sophie. Elle a une façon et une douceur de parler des choses qui est assez incroyable. Je sais que Sonia, surtout, toi qui te dis, putain, si j'avais eu une prof de ceci ou une prof de cela comme ça, je pense que c'est ça, c'est la prof de philo, la prof de français ou la prof de philo qu'on rêve d'avoir parce que ça rend tout poétique. Ta façon de parler, elle rend tout poétique. Et en même temps, elle est très, très, très adolescente, très, 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 très jolie, très, très naïve. Et pourtant, quand on voit ce que tu écris, c'est loin d'être naïf. Au contraire, c'est très profond et c'est très, très bien pensé. Donc, j'aime beaucoup ce mélange chez toi de douceur et de pertinence. C'est vraiment, vraiment chouette. Vraiment chouette. Merci. Que de compliments. merci. Merci. Donc effectivement, là, le portrait de Séraphine est très, très réduit, mais vous l'aurez compris, mes chers amis, pour des conditions délicates. Mais en tout cas, voilà, je remercie Sophie d'avoir été avec nous. Donc, on rappelle qu'elle était avec nous pour ce livre, Le secret des mers aux éditions Lattès, qu'on peut te retrouver, donc on l'a vu sur le site internet. On peut aussi te retrouver sur Facebook et sur Instagram. Et ce que je vous propose justement pour terminer cette émission, juste avant de te laisser un mot, Sophie, pour conclure, c'est que tu es aussi une passionnée de musique, tu nous en parlais tout à l'heure, et on va finir en musique à la place du générique. On aura un clip d'une chanson que tu as écrit. Alors effectivement, là, j'ai pas mes notes sous les yeux. Je ne sais plus avec qui c'était écrit, mais c'était La Vague, si je me souviens bien le nom de la chanson. Oui, Vague à l'âme. C'est une Vague à chanson l'âme. c'est une chanson extraite de la lecture musicale que j'avais faite pour les alcoolés et
avec mon compagnon qui est musicien et qui chante avec moi, on s'est dit, tiens, on va le mettre un petit peu sous forme de clip pour avoir un joli souvenir. Voilà. Voilà, et ben on va finir en générique avec le clip. En tout cas, merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Merci Sonia pour ta chronique. Désolé Séraphine, mais c'est vrai que le temps a filé tellement vite Non, et les non, on le questions savait. On des le personnes savait. étaient tellement Pas de- pertinentes. En tout cas, merci à vous. Sophie, je te laisse le mot de la fin. Oh, oh là là. Je vous remercie tous les trois et je remercie bien entendu les lecteurs qui ont bien voulu venir m'écouter ce soir et ceux peut-être qui m'écouteront en podcast ou en replay plus tard. Voilà, mais bravo à vous de faire vivre la littérature. Voilà. Et Internet a bien des défauts, mais il a quand même cette qualité, je trouve, qui est vraiment, c'est vraiment formidable. Voilà, merci. Eh ben, merci à toi. Je rappelle juste effectivement qu'on se retrouve mercredi prochain avec Julien M pour son livre Le jeu du bonheur a commencé comme ça. Et encore une fois, merci à toi, Sophie. Rencontrez les auteurs sur les salons. On fait toujours de belles rencontres. Lisez des livres. Et on finit donc avec ce clip musical. Merci à tous et à mercredi. Ciao. À mercredi. Au revoir. Bon week-end.